Bonsoir à tous. Cette fois, c'est la bonne. Recoucou, c'est la 3e fois. On va y arriver. Coucou. Je laisse rentrer tout le monde. Gentiment mais sûrement. Oh là là, il y a quelqu'un de Bordeaux. Je viens de voir rentrer quelqu'un de Bordeaux. Bonsoir, bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Alors dans quelques minutes, on aura nos intervenants qui vont nous retrouver donc via le compte Génétique Cancer, Nathalie et Cyril qui nous font l'honneur d'être parmi nous pour ce quatrième live, en fait, 4e thème en tout cas. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors je sais que c'est pas toujours évident en semaine, le mercredi c'est le jour des enfants. On n'a pas toujours réussi à trouver le bon credo 19h avec la reprise. Pour tous ceux qui retravaillent à nouveau et qui ne sont plus en télétravail, c'est pas toujours simple. On va faire notre possible pour basculer évidemment ce live en replay. C'est l'objectif aussi de ces échanges, de sorte à ce que vous puissiez évidemment, tous ceux qui ne seront pas connectés en live ce soir, puissent le consulter à partir donc de mon IGTV. Voilà, alors une petite introduction courte. C'est vrai que pour tous ceux qui me suivent et qui sont sur Instagram avec moi au quotidien, je voulais simplement vous remercier énormément pour tous vos messages laissés. C'est vrai que sur ce compte, finalement, on se rend vite compte que vous êtes assez nombreux et je voulais, voilà, pour les petits messages adressés à l'occasion de cette journée de fête, ça m'a beaucoup touchée. Et puis pour d'autres raisons familiales aussi, je vous remercie infiniment de votre soutien au quotidien qui est pour moi encore une source et un support voilà, intarissable d'énergie et de bonnes ondes et ça fait du bien. Voilà, je trouve que Instagram ça sert aussi à ça et ça sert à amener de très beaux sujets. Alors d'ailleurs, je voulais faire un petit clin d'œil à Mélodie qui va rejoindre le live d'un moment à l'autre. Mélodie, voilà, pour qui fait partie de ce grand royaume des mutantes, qui a pas eu que des très belles nouvelles cette semaine, mais je sais que ça, voilà, son optimisme légendaire et puis voilà, son combat qu'elle mène depuis des années font que on est de tout cœur avec elle et toute t'es mignonne, je sais que t'es là on est de tout cœur avec toi. Voilà, je voulais te le dire Mélodie et j'ai pas eu l'occasion de te l'écrire, mais en tout cas on pense très fort à toi et continue de t'accrocher. Voilà, t'es pour nous toute une source d'inspiration incroyable, de vitalité et d'amour aussi, parce que tu donnes beaucoup. Donc on voulait aussi voilà, te faire cette petite dédicace au nom de toute la Génétime. Voilà, plein de force, plein de belles ondes pour ces fêtes qui arrivent et plein d'espoir aussi pour toi. Alors évidemment, ce qui est sûr, c'est que le sujet qu'on va traiter ce soir me touche particulièrement, puisque comme vous le savez, pour certaines, je vois d'ailleurs Gaëlle rentrer qui a été d'un grand soutien voilà, pendant tous ces mois de difficultés, vous le savez. Donc moi j'ai passé le pas il y a un petit peu plus de 2 mois et demi. J'ai donc été opérée d'une annextomie prophylactique bilatérale, donc j'ai fait enlever mes ovaires et mes trompes. Et je sais que certaines m'ont posé pas mal de questions. Pour moi c'était tout nouveau, malgré la petite brochure qu'on avait éditée, malgré tout ce que j'avais pu lire aussi sur cette ménopause chirurgicale brutale enclenchée. Il y a plein de choses que j'appréhendais et que j'appréhende aussi encore dans mon quotidien. Donc il était très naturel pour moi de faire en sorte d'aborder ces sujets avec des professionnels, de pouvoir éclairer encore le parcours de tant de femmes qui s'apprêtent aussi à vivre cette chirurgie. Ces chirurgies, parce que d'ailleurs il y en a plusieurs et on le verra ce soir, pour que vous puissiez peut-être vous préparer aussi différemment, parce que finalement moi comme je suis une fonceuse, j'ai pas forcément préparé tout ça et je pense qu'il y a aussi besoin d'informations, de digestion et de préparation de cet état dans lequel on se trouve juste après ces chirurgies-là, et puis dans les années qui suivent, parce que je vous livrerai aussi d'autres témoignages qui m'ont été donnés. Et tout ça pour vous dire qu'après ces lives d'experts, je donnerai aussi la parole, et c'est d'ailleurs ma sœur qui m'avait soufflé l'idée, mais je trouve que c'est une super
super idée de faire intervenir plusieurs d'entre vous pour parler des différents sujets qui ont été traités, que ce soit la chirurgie prophylactique mammaire ou la chirurgie ovarienne, et même pour tous ceux qui ont passé la case du test génétique. Je trouve très important en fait de pouvoir voilà, réagir, interagir ensemble et vous écouter aussi, parce que moi ça m'a aidé beaucoup. D'ailleurs, c'est grâce à Génétique Cancer qu'on avance, mais je pense que ça pourra aussi éclairer et du coup aider à accompagner d'autres femmes dans ce cas-là. Voilà, sans plus tarder, donc c'était une petite introduction essentielle et indispensable. Ils sont donc avec nous et je vais donc inviter Nathalie et Cyril à nous rejoindre sur ce live, en sachant que évidemment j'ai un petit coup de cœur pour Nathalie qui fait partie, qui est membre actif de notre comité scientifique aussi depuis le départ. Et Nathalie est une femme d'une bienveillance, voilà, c'est vous allez tout de suite la découvrir et vous verrez que une fois qu'on la connaît, on a envie aussi d'être suivi et d'être accompagné par un docteur, une femme, un professeur comme elle. Voilà, donc et Cyril, bah je vais le découvrir avec vous, mais j'en ai beaucoup entendu parler aussi, et notamment par le docteur Benjamin Sarfati. Donc je suis ravie qu'il rejoigne le live avec nous ce soir. Merci d'être présents à tous et à toutes, et merci de votre écoute d'avance. Alors, je vais demander à nos hôtes. Et normalement, la magie du direct fait que nous allons être connectés. Oui, super. On est là. Bon, c'est parfait. Bonsoir Laetitia. Merci de vous rendre disponibles tous les deux et d'être avec nous ce soir. On est vraiment ravis de vous accueillir sur ce live, sur ces lives, puisque vous êtes déjà, vous arrivez à une série de lives qu'on a édité là toutes ces dernières semaines, et les familles sont vraiment hyper heureuses d'avoir à disposition des personnes aussi compétentes, aussi humaines que vous l'êtes toutes. Moi, j'avais cette chance de vous connaître et je suis ravie que la communauté Génétique Cancer comme la mienne ait pu faire ces rencontres et partager ces informations, cette mine d'informations précieuses pour nous tous. Donc, voilà, sans plus tarder, on a eu quelques questions que je vous ai fait passer en amont. Je vais, voilà, vous réagissez ensemble, vous interagissez ensemble. Le but, c'est peut-être de compléter pour vous présenter et pour que la communauté puisse savoir, voilà, tous les deux quelles sont vos fonctions et vos missions à la PHP, mais pas que, puisque vous êtes aussi dans le réseau Sorbonne Université tous les deux. Donc, pour vous, Nathalie, je vais démarrer par les dames, la galanterie. Donc, vous êtes responsable du Centre Femmes à risque et vous êtes aussi coordonnateur du réseau Sain à risque, donc à la PHP. Pour Cyril, vous êtes responsable de l'unité de chirurgie oncologique et endométriose à la PHP, c'est bien ça? Oui, ça. De l'unité de chirurgie gynécologique, en fait, oui, tout à fait. Exactement. Et bien, ça tombe bien puisque nous, l'intérêt, c'est de faire ensemble ce soir le point sur les bénéfices d'une chirurgie ovarienne dans le cadre de familles, en tout cas de femmes mutées et de femmes à haut risque. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, super. Génial. Bon, parfait. Alors, justement, la première question que se pose la communauté, c'est à savoir dans le cadre d'une prédisposition génétique sein et ovaire, et donc parmi la douzaine, peut-être qu'il en existe plus, hein, de toute façon, on va en découvrir probablement davantage dans les années à venir. À quel moment est-ce qu'on peut préconiser une chirurgie ovarienne et quels en seraient en fait les bénéfices? Dans quel cas est-ce que ça... Voilà, on le fait même sous forme de recommandation, parfois en consultation. Alors, en fait, ce geste-là s'adresse à des personnes qui ont un haut risque de cancer, comparé à quelqu'un qui n'aurait pas de particularité génétique et qui aurait un risque qu'on va appeler de base. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le risque de base d'avoir un cancer de l'ovaire un jour dans sa vie, c'est 1,3 ou 4%. Jusqu'à ce qu'on ait 80 ans. Donc, c'est très faible. C'est infime.
Voilà, le risque de base d'avoir un cancer du sein, c'est à peu près 11% quand on n'a pas de particularité génétique. Et quand on a des particularités génétiques, à ce moment-là, on augmente beaucoup. On peut passer, par exemple, pour le cancer de l'ovaire à 10, 11, 20%, voire 40% pour les personnes qui ont une mutation de BRCA1, par exemple. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et c'est uniquement dans ces circonstances-là qu'on recommande à des personnes de se faire retirer les trompes et les ovaires, puisque Ah, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais moi, je ne vous entends plus. D'accord. Alors, on a juste été coupé, je pense. c'est ça. On a vu ça. Donc, Vous m'entendez toujours? oui, du coup, on programme cette chirurgie à un âge où, en fait, la courbe de est-ce que je vais être plus nuisible que bénéfique et la courbe de l'inverse se croisent. Et donc, par exemple, pour les mutations de BRCA1 ou BRCA2, on sait que c'est à partir de 40 ans que ce risque augmente de façon très importante d'avoir un cancer de l'ovaire. Donc, c'est aussi le moment où, quand on enlève les ovaires après 40 ans, souvent, pas toujours, mais les femmes ont eu des bébés déjà, mais elles peuvent avoir encore des projets et à ce moment-là, on en discute. Et puis, plus on avance en âge et moins le risque qu'on prend pour sa santé à se faire enlever les ovaires est important. Et donc, il y a un moment où on dépasse le point d'équilibre et où ça devient licite de faire cette recommandation. Et c'est une recommandation, c'est même pas juste une proposition, parce qu'en fait, on n'a pas d'outil pour dépister le cancer de l'ovaire correctement. Et donc, la seule arme qu'on ait en réalité, c'est de proposer cette chirurgie. Alors, il y a une petite arme qui n'est pas encore validée en France, mais qui l'est ailleurs en Europe, qui consiste à prendre la pilule. Et quand on a pris la pilule pendant 5 ans, dans la population générale, mais aussi chez les femmes qui ont une mutation de BRCA1 ou 2, ça a été démontré, on diminue de 50% son risque de cancer de l'ovaire et ça dure pendant qu'on prend la pilule et après l'arrêt de la pilule, probablement pendant plusieurs années, cette protection. Donc, c'est quelque chose qui en Afrique C'est une couverture. D'accord. qui en Europe est validé comme un traitement préventif, mais les Français l'ont pas encore validé comme tel. En revanche, on donne donc très facilement la pilule aux femmes qui ont des mutations de BRCA, même si ça peut paraître surprenant. Ah oui, parce que moi, pour le coup, j'ai dû arrêter la mienne, alors que, voilà, à 16 ans, évidemment, j'ai demandé la pilule. On m'a dit, mais non, absolument pas, il va falloir. Alors, pourtant, je l'ai quand même prise 2 ans, mais à 18 ans, on m'a dit qu'avec le fait que j'étais très exposée, il valait mieux éviter. Et donc, du coup, bon, alors, et donc, on nous note pilule oestrogène ou pilule progestérone. Est-ce que c'est une info que vous avez? Oui, c'est pilule estro-progestative parce qu'il faut que ce soit une pilule qui bloque les ovulations, ce que ne font pas les pilules à la progestérone très faible. Et donc, pourquoi on se permet ça? C'est comme je viens d'expliquer, parce qu'on réduit un risque qu'on a beaucoup de mal à gérer en réalité. Et 2, parce qu'en plus, chez les femmes qui ont un très haut risque de cancer du sein, on n'a pas démontré que la pilule augmente encore ce risque. C'est neutre de ces femmes-là. C'est pas le cas dans la population générale. Ça augmente un tout petit peu. Mais chez les femmes qui ont une mutation, on n'a pas pu mettre en évidence d'augmentation. Donc, du coup, on a retrouvé, en dehors de tous les bénéfices qu'il peut y avoir à prendre la pilule, ça calme les règles douloureuses, ça diminue les saignements, on peut gérer l'acné, on peut gérer un tas de choses avec la pilule. Les migraines aussi. Voilà, les migraines pour certaines. Et c'est contraceptif et ça marche très très bien. Et donc, finalement, c'est toujours pareil, vous prenez une grande balance et vous pesez les bénéfices et les risques. Et dans ce cas-là, c'est favorable, la pilule. Voilà. Alors, j'ai vu rentrer quelques questions parce que c'est vrai qu'on fait toujours une exposition femme indemne versus femme malade. Quand il y a effectivement un cas de cancer en monodépendant, a priori, ça fonctionne pas. On est bien d'accord. Et on est d'accord aussi que, alors, il y avait une question sur l'idée du cancer du sein métastatique. Est-ce qu'il faut aussi attendre les 40 ans pour la chirurgie quand on est BRCA ou pas? Et qu'on a eu un cancer du sein métastatique, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. On a toujours un cancer du sein métastatique. Généralement, le fait, quand on prend en charge un cancer du sein, c'est la question, lorsqu'on a une mutation, on va changer notre attitude au niveau de la chirurgie mammaire. Donc, si on a l'information, parce qu'on va le rechercher sur une femme particulièrement jeune, au lieu de faire une tumérectomie, on va proposer une mastectomie avec reconstruction. Et souvent, on fait un sein, puis dans un second temps,
le second sein pour des raisons d'acceptation psychologique. Tout à Mais fait, Cyril. effectivement, le fait d'avoir l'information de mutation BRCA lorsqu'on prend en charge une patiente qui a un cancer du sein, qui peut être jeune par exemple, eh ben, on modifie la stratégie. D'accord. Et pour les ovaires, est-ce qu'on attend les 40 ans en fait? C'était ça la question. Oui, on ne va pas le proposer avant Ah 40 ans, parce qu'on sait que là, il y a plus d'inconvénients que de bénéfices. Pour la santé en général. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a des effets secondaires au niveau osseux. Oui, ça, on Nathalie en Chabert, parlera des effets secondaires. ouais. Je suis en plein dedans. Je peux bien vous en parler. Il n'y a aucun problème. Alors du coup, oui. Alors après, évidemment, on parle de ces chirurgies parce que donc on m'a proposé moi l'annexomie prophylactique bilatérale. Donc c'est effectivement enlever donc les ovaires et les trompes. En revanche, j'ai entendu parler d'hystérectomie, donc où on enlève l'utérus également, et aussi d'une nouvelle chirurgie qui est la fibréectomie. C'est des termes un peu Barbare. voilà, barbares, oui. Il faut qu'on reprenne chaque définition. Donc, l'hystérectomie, c'est le fait d'enlever l'utérus. D'accord. Enlever l'utérus lorsqu'on a un risque de cancer de l'ovaire, n'a pas d'utilité. On D'accord. enlève l'utérus lorsqu'il y a un risque augmenté, par exemple, de cancer de l'endomètre. Donc, il y a certaines pathologies ou risques génétiques, comme les syndromes de Lynch, où on peut éventuellement proposer dans certains cas. Voilà, sinon, dans BRCA, il n'y a vraiment pas d'intérêt à le faire. Non. Si l'utérus n'est pas malade, on le laisse. S'il y a un autre problème, des fibromes ou quelque chose, ça peut se discuter. Mais s'il n'est pas malade, on le laisse tranquille. En revanche, s'il y a une indication d'hystérectomie chez une patiente qui a une mutation BRCA, eh ben là, on va systématiquement discuter de faire une chirurgie annexielle, soit d'enlever la trompe, soit d'enlever l'ovaire en fonction de l'âge des patientes. Après, la deuxième type de chirurgie, c'est la fimbriectomie radicale. Et la fimbriectomie, c'est le fait d'enlever et la trompe et la portion d'ovaire qui est en face du pavillon de la trompe. D'accord. Alors, bon là, c'est un peu compliqué. Il faut juste que j'explique le rationnel. C'est que chez des patientes qui ont eu des annexectomies, donc chez qui on a enlevé trompe plus ovaire, on a retrouvé un certain nombre de cancers dans la trompe à un stade très très précoce in situ, avant qu'ils passent au niveau de l'ovaire. Et donc, grâce à ces résultats, on a su que le cancer de l'ovaire, dans la grande majorité des cas, pour la forme la plus fréquente, venait d'un petit cancer d'une cellule de trompe qui passe ensuite du côté de l'ovaire. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout analyser aussi en cours de chirurgie, même quand elle est préventive en fait. Parce que c'est tellement difficile de voir, même de contrôler, de surveiller de par l'imagerie, qu'en fait vous ne découvrez des choses que parfois, que souvent quand vous enlevez en fait finalement ces organes. Et surtout dans un nombre. Alors déjà, de manière générale, en chirurgie, on fait toujours analyser une pièce qu'on enlève pour être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie dans ce qu'on enlève. Et d'autant plus chez des patients qui ont une mutation BRCA, parce qu'on sait que dans un faible pourcentage, on peut retrouver un petit cancer débutant. Et en fonction de ce qu'on retrouve, des fois, il peut y avoir des traitements. Des traitements associés. Donc, on fait toujours analyser la pièce d'annexectomie. Alors, juste pour finir. Oui, c'est ça. Il y a aussi l'autre intervention qu'on appelle la salpingectomie. On n'enlève que la trompe. D'accord? Donc, il y a soit enlever la trompe, soit trompe plus le petit bout d'ovaire. Et ça, on verra qu'il n'y a pas forcément d'utilité à faire ça, en fait. Parce que beaucoup le réclament dans notre communauté. Effectivement, beaucoup se demandent, ont l'impression que c'est un geste moins invasif, alors qu'en fait, finalement, pour certaines, il faut retourner se faire opérer après. Et donc, on a eu beaucoup de questions par rapport à la fimbriectomie, tout à fait. La fimbriectomie, le seul intérêt, c'est d'avoir mis en évidence une stratégie en 2 temps. C'est-à-dire de se dire, je ne suis pas prêt aux effets secondaires de l'annexectomie, parce qu'enlever les ovaires, ça va entraîner des symptômes ménopausiques. On en reparlera après. Mais je veux faire un geste de prophylaxie. Et dans ce cas-là, l'enseignement de la fimbriectomie radicale, c'est de dire que quand on enlève la trompe en laissant l'ovaire, eh bien, on pourrait, je dis pourrait parce que tout ça est en cours d'analyse d'études actuellement, mais je pense notamment au travail d'une équipe de Lille, professeur Leblanc, un de nos collègues chirurgiens,
qui a proposé cette stratégie en 2 temps, et dans un poster qu'il a présenté à l'ASCO, donc le congrès mondial du cancer, il montre que on pourrait, je dis au conditionnel parce qu'on attend plus de preuves scientifiques, peut-être décaler en fait l'âge de l'annexectomie, parce que quand on retrouve des petits débuts de cancer, c'est dans la trompe, dans le pavillon de la trompe. D'accord. Donc la fimbriectomie, c'est pas la solution, mais par contre la salpingectomie, oui. D'accord. D'accord? Donc Ok. faire enlever la trompe. En tout cas, nous, on est en train d'éditer en ce moment des recommandations sur des chirurgies prophylactiques en gynécologie. Et D'accord. nous, on est en train de dire que le collège des gynécologues obstétriciens, que quand on enlève par exemple l'utérus, eh bien, il y a un intérêt, donc je rentre pas dans les détails, mais dans certaines situations, enlever les trompes, en fait, et laisser les ovaires, parce que ça va diminuer à long terme le risque de cancer de l'ovaire et de la trompe et du péritoine. Vous savez que maintenant on parle de cancer trompe, ovaire, péritoine. C'est ça. Parce que en fait, ce qui est toujours difficile, c'est que finalement, en agissant en amont, on est bien d'accord, puisqu'on parle aussi de ça à ce moment-là, et que l'idée, c'est de prévenir plutôt que de guérir au moment où on le fait. En tout cas, on l'espère. C'est peut-être aussi d'avancer un petit peu en termes d'âge pour pouvoir le réaliser sans traumatiser la femme trop jeune, en fait, d'un geste qui peut avoir des conséquences et des impacts aussi sur sa santé. Ce que moi, je ressens déjà, évidemment, puisque je n'ai que 38 ans. Et donc, effectivement, il y a des femmes de Lille qui ont aussi eu des échos par rapport à tout ce dont vous faites écho. Et c'est vrai que maintenant, la communauté avance pour se renseigner au mieux et savoir quelle est la prise en charge la plus adaptée. Donc, on comprend bien qu'au final, c'est un échange perpétuel entre médecins et que ça avance et qu'il ne faut pas hésiter à retourner voir son chirurgien ou sa gynécologue pour que la prise en charge soit la plus optimale par rapport à du cas par cas, parce que c'est aussi ça, c'est du cas par cas en fait. Ouais. Tout à fait. Ces chirurgies-là, elles se font toutes par célioscopie en fait, et on a à peu près les mêmes cicatrices. Alors, j'ai préparé pour vous des petits génial. modèles de trocars qu'on utilise, de taille de trocars, donc je cache la marque, hein, voilà, Oui, peu importe. Okay. Mais en tout cas, on fait toujours ça par célioscopie, sauf problème très compliqué de patientes opérées à de nombreuses fois et où il y a des adhérences. Mais bon, la plupart du temps, c'est quand même des femmes plutôt jeunes qui ont pas de gros problèmes. Et donc, on va utiliser une célioscopie. Célioscopie, ça veut dire qu'on met une caméra dans le ventre à l'aide d'un trocar comme ça, un petit trou, qui permet de rentrer une optique et de voir avec une caméra. Et après, on travaille avec des petits instruments qu'on rentre par ces trocars-là. Donc là, c'est 10-12 généralement pour mettre l'optique. Et ça, c'est 5 à 8 mm pour mettre les trocars opérateurs. Donc il y a 4 petits trous, dont un dans le nombril. C'est ça. Alors, et c'est le gros qui passe par le nombril, non? Alors le gros, on essaie de l'éviter celui-là. Le plus gros, c'est celui-là. Voilà. Oui, qui fait office d'un petit chou-fleur parfois. Du coup, on a le petit. Voilà. Ok, je vois. Et donc, j'ai développé une technique, d'ailleurs que je vais pas tarder à publier, enfin peu importe, mais où on n'utilise que des trocars de 3 mm. Génial, c'est dingue. Et un dans l'ombilic de 5. Voilà. J'aurais bien aimé. Et donc, ça, j'ai des photos, il y a même des chirurgies en live que j'ai fait, je pense que certaines sont disponibles sur Internet, mais en tout cas, on a des résultats cosmétiques puisque à l'âge à laquelle on fait ce type d'intervention, c'est quand même une préoccupation qui est non négligeable. Donc moi, je fais 3 petits trous visibles comme ça. Donc c'est les seules incisions visibles parce que ça, c'est caché dans l'ombilic. D'accord. Et ça permet. Alors deuxième chose, quand on gonfle le ventre, on peut gonfler entre 15 et 20 mm de mercure. Moi, je gonfle à 6. Une fois que j'ai installé mes trocars, je diminue à 6. Et ça, plus la diminution de taille des trocars, ça diminue quand même l'impression opératoire de douleur, d'inconfort. Ça augmente en fait on s'est rendu compte de ça, le confort des patients. Voilà.
On parle de douleurs. Alors moi, je les ai eues raisonnablement, mais il y a beaucoup de femmes qui décrivent des douleurs post-opératoires avec du gaz qui remonte dans les épaules et dans la nuque. Alors moi, je suis pas sûre que... Je vais pas dire qu'il n'y a pas de douleur parce que ce serait mentir. Le but, c'est que ça diminue ce type de douleur d'opérer à part. C'est terrible. Et ça facilite une chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire on rentre le matin, on sort l'après-midi. C'est ça. Ça facilite l'expérience. On a une meilleure expérience dans les études que nous on fait. Alors juste, j'avais une question. Moi, on m'avait précisé que si effectivement il y avait des adhérences en cours d'intervention, on pouvait aussi passer par la cicatrice de ma césarienne, en fait. Alors, est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Est-ce que vous êtes parfois obligé de faire certaines choses en cours d'intervention? Très honnêtement, c'est rare. C'est rare. La plupart du temps, même des adhérences, on peut les sectionner et on peut faire ce qu'on appelle une adhésiolyse par célioscopie avec des petits trous. Après, je préviens toute patiente opérée de manière générale en célioscopie, quel que soit le type d'intervention, je préviens toujours du risque d'ouverture du ventre comme une césarienne. Voilà. D'accord. C'est systématique. Après, c'est très très rare. Hein. Faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'antécédents chirurgicaux, que ça colle beaucoup. Voilà. D'accord. On a une de nos ambassadrices qui note cicatrice appendicite pour moi. Il y en a, on se sert de la cicatrice de l'appendicite aussi, a priori. Alors on peut s'en servir notamment pour sortir la pièce opératoire parce qu'il faut pas oublier que quand on fait que des petits trous comme ça, on peut pas sortir une pièce opératoire par ce petit trou-là. Donc moi je me sers de l'incision de 5 mm et des fois dans le nombril, je suis obligé d'élargir un tout petit peu quand il y a des ovaires trop gros, au moins parce qu'après on le sort dans un sac parce qu'on sait jamais si on retrouve un tout début de cancer, il faut pas les semer dans le péritoine. Bien sûr. Et donc, on se sert de l'incision dans l'ombilic, dans le nombril parce que c'est le plus discret. Et éventuellement, on élargit un petit peu. Dès qu'on peut mettre à la peau, après, on a des techniques pour un petit peu, limiter l'ouverture pour que ça reste tout petit. Voilà. C'est fascinant et on note effectivement que c'est très chouette de réduire les douleurs à cause des gaz notamment et le fait d'avoir très peu de marques parce que quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est un ventre qu'on a envie de garder en bon état et déjà c'est suffisamment lourd. Justement, quels sont les impacts réels sur ces femmes et les conséquences véritables en dehors de cette ménopause qu'induit l'anextomie prophylactique bilatérale brutale? Est-ce que en dehors je dirais de ces douleurs post-opératoires qui peuvent très vite diminuer, est-ce qu'il y a un véritable risque quand on le fait trop tôt? Puisque moi, on m'a parlé de risque cardiovasculaire, d'ostéoporose, de tout ça en fait. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de se dire je vais au-devant de quoi en fait. Quand je décide de faire ça en préventif, je vais au-devant de quel problème? Pour l'instant, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Alors en fait, donc il y a effectivement des risques quand on opère les femmes trop jeunes et que ou d'ailleurs que les ovaires s'arrêtent de fonctionner trop tôt. C'est comme ça. C'est à partir de ces expériences-là qu'on a su tout ça. Hein. Et puis d'une époque reculée maintenant, il y a 10 ans, où on enlevait les ovaires des femmes beaucoup plus tôt. Hein. Les femmes qui avaient une mutation de BRCA, c'était même 30 ans. Les dames qui avaient un syndrome de Lynch, c'était 35 ans. Maintenant, BRCA, vous voyez qu'on est à 40 et les syndromes de Lynch, c'est 45. Donc, on a bien réfléchi quand même dans l'intervalle. Et donc, on a mis en évidence dans des grandes études bien conduites que quand on enlève les ovaires d'une femme trop jeune, à 35 ans, on augmente même son risque de mourir d'autre chose. Donc, c'est pas très futé de enlever les ovaires de quelqu'un pour l'éviter un cancer, même si elle a un risque très élevé, et que finalement, elle meurt d'une autre raison parce qu'elle va faire des complications. Donc, c'est toujours cette histoire de balance entre les bénéfices et les risques. Alors ensuite, pour atténuer cet effet-là, il y a une solution quand on n'a pas eu de cancer du sein jusque-là, qui est de prendre un traitement hormonal substitutif, puisqu'on a pu démontrer que, ça remettait, puisqu'on va le prendre jusqu'à 50 ans, ça remettait le risque osseux, cardiovasculaire et tout au même niveau qu'une femme à qui on n'aurait pas enlevé les ovaires, et que ça n'augmentait pas le risque de cancer du sein de faire ça. Alors encore une fois, ça ne correspond que aux femmes qui n'ont jamais eu de cancer du sein, que ce soit un cancer dit in situ, que ce soit un cancer dit RH négatif ou RH positif. C'est vrai pour tous les types de cancers. Hein. On peut plus, une fois qu'on en a eu un, prendre un traitement hormonal. Donc ce traitement hormonal, depuis 2017, on a refait des recommandations avec l'Institut national du cancer. On peut le proposer
même s'il n'y a pas de symptômes, à une femme qui a 40 à 45 ans, quand elle a 45 à 50 ans, on lui propose si elle a des symptômes, et à partir de 50 ans, à ce moment-là, il vaut mieux l'arrêter, parce que là, le risque de cancer du sein est devenu très important, même si l'impact n'a pas été évalué après 50 ans, donc on peut pas être sûr qu'on n'est pas délétère à ce moment-là. Bon, je vais le démarrer, hein, moi, évidemment. Bonne idée. J'attendais j'attendais de savoir et j'attendais de finir de faire mon petit benchmark un peu partout, mais évidemment, j'ai l'ordonnance et évidemment, on me le recommande parce que on dit que tout ce qui est visible, à la limite, on peut l'évaluer, tout ce qui est invisible, beaucoup moins, et je sens quand même que la machine a du mal à se remettre en route. Donc, je ne ferai pas plus de mystère et je vais effectivement basculer du côté THM très rapidement. Ok. Justement, est-ce que si on attend le cap pour certaines qui ont du mal à se décider de la cinquantaine, par exemple, est-ce qu'entre 40 et 50 ans, on augmente considérablement son exposition à ce risque? Il y a des femmes qui s'interrogent vraiment là-dessus. Alors, il y a une étude qui a essayé de modéliser un petit peu ça, et entre 45 et 47 ans, à peu près dans cette zone-là, si on est avant 45 à 47, on augmente les risques d'ostéoporose et cardiovasculaire. En revanche, après 45 à 47 ans, finalement, ça fait pas de différence. C'est 3 à 5 ans avant la ménopause. Et dans ces cas-là, de toute façon, on peut mettre en place tout un tas de mesures qui permettent de protéger l'os contre la déminéralisation. Donc, c'est avoir beaucoup de calcium dans l'alimentation, de la vitamine D régulièrement et surtout de l'activité physique en charge, comme on dit. Il faut que ça descende des escaliers, par exemple, courir, jouer de handball, ce que vous voulez. Donc tout ça, ça permet d'entretenir la santé de l'os et puis aussi, comme vous savez, de réduire le risque d'avoir un jour un cancer d'un tas d'organes, le sein, le côlon, etc. Ça contribue à être en bonne santé cardiovasculaire également. Donc ça réduit les risques de tout, en fait, cette façon de vivre. Donc elle devrait s'appliquer à tout le monde dès le début, en fait, en réalité. Bien sûr. Donc il y a plein de choses, c'est toute une organisation, il n'y a pas que le traitement, c'est au cœur de toute une façon de vivre que tout le monde devrait suivre, en fait. Oui, ce qui veut dire aussi que pour les femmes, et notamment là on a une question sur le traitement hormonal, quand on a eu un cancer triple négatif, évidemment peut-être que voilà, c'est pas possible non plus. Il y a des compléments alimentaires ou nutritionnels qui permettent de rééquilibrer tout ça et d'aller aussi de l'avant. C'est pas une fin en soi en tant que telle. Le sport va aider énormément et effectivement à contribuer à ce renforcement. Et ça, c'est des points qu'on verra dans les questions qui vont suivre. Moi, j'avais une question pour Cyril, justement, le prélèvement en cours d'intervention. Donc, les résultats sont analysés. C'est combien de temps pour récupérer ces résultats? Et si toutefois, on voit qu'il y a quelque chose qui semble finalement pas être du préventif et pour lequel on a interagi, où il va falloir mettre un traitement en place, comment se fait cette prise en charge, en fait, derrière? En fait, lorsqu'on fait une chirurgie, on a les résultats 15 jours à 3 semaines plus tard. Ces résultats, dans certains cas, peuvent passer par une RCP, donc une réunion de concertation pluridisciplinaire, lorsqu'il y a une anomalie qui est détectée. Donc en pratique, quand je revois ma patiente en consultation post-opératoire, je lui annonce le résultat, je lui donne son résultat histologique, qui, dans la grande majorité des cas, retrouve trompée annexe saine, donc indemne de maladie, de cancer. Et très rarement, il peut y avoir un cancer in situ de la trompe, donc c'est ces fameux tics qu'on peut découvrir lorsqu'on fait une anécectomie. Et voilà, et donc après, en fonction de ce qu'on peut retrouver, on va discuter, nous, en RCP de cancérologie, pour proposer une prise en charge, qui peut être chirurgicale ou autre. D'accord. Quand on a tout enlevé et que effectivement c'est sain, est-ce qu'il réside un risque tout de même, parce qu'on n'enlève jamais tout, par exemple pour les seins c'est le cas, on entend beaucoup parler du cancer du péritoine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Oui, en fait, l'entité exacte du cancer de l'ovaire, parce que cancer de l'ovaire, depuis qu'on a découvert qu'en fait c'était un cancer qui venait de la trompe, on l'a appelé cancer de l'ovaire ou de la trompe. Et en fait, on traite de la même manière les cancers du péritoine primitif dans certaines histologies comme les sérodogrades. Et donc maintenant, on l'appelle cancer de l'ovaire, de la trompe et du péritoine. D'accord.
Et autant la trompe l'ovaire, on l'enlève, autant le péritone, on ne peut pas enlever tout le péritone. C'est pas Bien sûr. possible. Donc, effectivement, il va rester un petit risque résiduel. Je dirais moins de 5%. Je veux pas, voilà, donner de chiffres. C'est un risque qui est difficile à évaluer. Le risque zéro n'existe jamais en médecine, Bien malheureusement. sûr, bien sûr. Et le 100% non plus. Donc, du coup, il n'y a pas de risque zéro, mais on réduit de manière très significative et aussi de 50% le risque de cancer du sein quand on enlève les ovaires. Quand même. Donc, Oui, oui, c'est ce que, voilà, c'est ce qui parfois encourage aussi. Bon, alors après, il y a effectivement toute une préparation pour envisager tout ça et une surveillance aussi peut-être après derrière, c'est-à-dire que pour le péritoine, comment est-ce qu'on va, de la même façon qu'on a enlevé la glande mammaire à 97%, on continue une imagerie. Est-ce qu'il y a une discipline en fait à continuer finalement pour se surveiller? alors, il n'y a pas d'examen qui a prouvé une efficacité dans la détection d'un cancer de l'ovaire, de la trompe ou du péritoine. Voilà. L'écho plus les CA125, tout ça, c'est un échec pour l'instant, et ça peut évoluer. Donc pour l'instant, c'est un examen clinique annuel où on va examiner l'utérus, le ventre, le toucher vaginal et dans certains cas le toucher rectal. Je voulais D'accord. juste ajouter que on avait fait une étude sur environ 150 ou 200 femmes qui avaient été opérées d'une annexectomie, qui étaient porteuses d'une mutation, BRCA1 ou 2. Et en fait, chez ces femmes, les symptômes post-opératoires, ménopausiques, d'inconfort, de dépression, étaient beaucoup mieux tolérés chez les femmes qui faisaient du sport et ou qui avaient un hobby. Et quand je dis, alors, je ne saurais plus vous rappeler le critère en termes de temps passé, mais en tout cas, le sport améliore aussi la tolérance après une annexectomie prophylactique, sachant que l'annexectomie chirurgicale est bien moins bien tolérée que la ménopause classique. C'est une évidence. Ouais. Et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, il y a pour moi presque une préparation par rapport à ça. Alors, moi, ça fait tout juste 2 mois et demi. Je vous avoue que reprendre mon jogging, là, en ce moment, je me sens pas encore d'équerre. Oui, Peut-être bien que sûr. j'irai un peu Bien sûr. mieux après le THM, mais évidemment, je suis très sportive. Pour beaucoup, en fait, j'ai aussi entendu parler que, alors, moi, j'ai énormément saigné. C'est pas le cas de toutes les femmes. Est-ce qu'il y a une préparation? J'ai entendu parler d'une mèche pour certaines. D'autres qui peut-être avaient eu aussi en cancer du sein, mais du coup en préventif d'une annextomie, avaient eu le traitement du décapeptile pour éviter le saignement. Enfin, voilà, on entend beaucoup de choses par rapport à tout ça. Moi, j'étais assez surprise de saigner autant. Est-ce que c'est des questions voilà, qui vous sont posées en consultation? Parce que moi, j'avais pas du tout idée en fait qu'on pouvait saigner autant aussi longtemps, enfin que ça pouvait être vraiment un souci qui m'a quand même causé quelques carences quoi, de par la Je vais suite. laisser Nathalie répondre, mais juste sur le décapeptile. Le décapeptile, c'est un médicament qui permet d'obtenir une ménopause artificielle. Donc nous, on le donne absolument pas pour une annexectomie. On va le donner dans certains cas de saignement important sur un fibrome ou dans certaines préparations préparatoires dans de l'endométriose. Donc ça correspond à d'autres pathologies associées. En plus, on a le droit d'être porteur d'une mutation et en plus d'avoir de l'adénomiose ou d'avoir une autre pathologie. Donc, je dirais que là, il n'y a pas trop de préparation à faire. Qu'est-ce que je voulais dire avant de te passer la parole? Non, Oui, la mèche, est-ce que la non, mèche, ça vous pas dit? de mèche. Non, non, mais ça, c'est des choses qu'on peut prescrire ou donner à des femmes qui saignent avant ou qui ont d'autres pathologies, je pense. Moi, j'avais jamais saigné et là, on aurait dit comme un retour de couche, c'était assez impressionnant, vraiment. Et j'ai eu vraiment du mal
à me rétablir et je sais que d'autres, alors pas toutes, hein, d'autres parmi nos ambassadrices ont aussi eu ce souci. Alors il y a des effets et qui sont pas tous les mêmes pour toutes les femmes, on est bien d'accord, on peut pas faire le listing de tout, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant pour moi et on comprenait pas vraiment pourquoi il y avait autant de saignements. Donc je voulais savoir s'il y avait eu une préparation. On m'a parlé aussi peut-être d'un pic d'ovulation, Nathalie. Est-ce que Ouais, c'est ça. Alors, en fait, la seule, enfin, ça n'a pas été démontré dans des études, ça, mais l'interprétation que j'en fais, c'est que vous avez peut-être été opéré ou les femmes qui sont opérées en phase lutéale, comme on dit, c'est-à-dire après l'ovulation. Bon, normalement, dans la physiologie, le taux de progestérone, il diminue lentement, et puis après, les règles arrivent. Si vous vous mettez en plein milieu de la phase post-ovulatoire, au moment où le taux de progestérone est au max et que brutalement, vous faites chuter à zéro, parce que dans les 24 heures qui suivent, c'est terminé. Peut-être que ça a été un peu brutal pour l'endomètre de ces personnes-là qui ont des gros saignements après les interventions. Après, prendre du décapeptyle, qui est une injection qu'on fait qui dure 1 mois, dont on sait que, bon, même si pour 1 mois, probablement, c'est pas très grave, mais ça a quand même un petit impact sur l'os potentiellement. En plus, bon, c'est se retrouver avec tous les symptômes de la ménopause avant même l'opération. Bon, je vois pas bien l'intérêt, mais bon. Par contre, on peut du coup peut-être orienter et surtout si on peut choisir la date par rapport à un cycle qui est relativement régulier, ça aurait peut-être été quelque chose à anticiper qui aurait été. C'est pas démontré. Ça n'a pas été démontré. Ça, on n'est pas du tout sûr qu'il y a un lien. Il y a une époque, on opérait les femmes que dans les 14 premiers jours du cycle pour être sûr qu'elles étaient enceintes et qu'on n'allait pas faire des bêtises. Maintenant, on fait un dosage d'HCG pour vérifier qu'elles sont pas enceintes le matin de l'intervention. Évidemment. Mais donc, il y a eu une époque où on s'exposait pas à ces difficultés-là parce qu'on le faisait pas, en fait, ce geste en plein milieu de la phase lutéale. Donc, peut-être que ça a retardé un peu les choses. Moi, je voudrais juste alerter sur le fait que si on saigne trop en post-opératoire, il faut quand même faire quelques explorations pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie utérine. Bien sûr. Que ce soit un polype utérin, que ce soit une pathologie de la paroi de l'utérus. Voilà. Après, si toutefois il y a des douleurs, si ça gonfle, enfin voilà, évidemment tout ce que j'ai surveillé à distance, mais si c'est associé. Là, on est en train de parler d'une hémorragie de privation de progestérone et normalement, l'hémorragie de privation, c'est comme des règles et après, ça s'arrête. Donc, s'il y a des saignements qui durent 3 mois, au bout d'un moment, il faut quand même faire une écho, éventuellement une hysterectomie. C'est pas lié au geste chirurgical. Ça s'est arrêté heureusement et franchement, à partir du moment où elle m'a dit ça ne doit plus saigner, je surveille évidemment à contrôler si toutefois des symptômes persistaient et revenaient. Mais merci, c'est beaucoup plus clair. Et donc du coup, voilà, on va pouvoir engager la conversation sérieusement puisqu'on a déjà commencé à en parler sur l'idée de cette ménopause brutale et du coup chirurgicale. En fait, les effets de la ménopause, est-ce qu'ils sont amplifiés vraiment? Oui. Alors, oui, on sait qu'ils sont plus intenses et plus fréquents quand on fait une ablation chirurgicale et en particulier chez une femme jeune. Donc, avant la ménopause, évidemment, parce qu'après la ménopause, bon, dans les 3 premières années après la ménopause, il y a encore un petit peu de sécrétion et puis après, ça se tarit. Donc, quelqu'un qui est ménopausé depuis 4 ans, normalement, ça fait aucune différence. En revanche, chez une femme de 40 ans ou moins, effectivement, ça va avoir un retentissement plus important. Alors, donc, c'est là où tout l'intérêt, c'est d'être bien préparé à tout ça et notamment en amont, alors d'avoir fait le point avec le chirurgien, très en détail, avec la technique, les trocars, le ci, le ça, avec une psychologue pour en parler d'une manière moins technique, juste de femme à femme ou d'homme à femme peut-être, si c'est un psychologue, et puis de rencontrer un gynécologue médical avec qui on va justement discuter du traitement hormonal s'il est possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on choisit pas n'importe quelle molécule dans ce cas-là. On choisit uniquement ce qu'on appelle des molécules bioidentiques, c'est-à-dire de l'estradiol naturel et de la progestérone, qui sont des associations dont on sait maintenant, dans la population générale, que ça n'augmente pas le risque de cancer du sein après la ménopause chez des femmes plus âgées, ménopause physiologique, comme on dit. Donc, une fois qu'on a bien discuté de tout ça et de ce qu'on pourrait faire s'il y a déjà eu un cancer du sein et qu'on n'a pas droit à un traitement hormonal, parce qu'il existe aussi des médicaments qui permettent de gérer les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale si on est assez loin de son cancer, etc. Et des nouvelles molécules en cours de développement sans hormones pour traiter les bouffées de chaleur spécifiquement dédiées à ça, qui sont commercialisées là dans les 2-3 années qui vont venir. Hein. Donc ça, là aussi, ça bouge beaucoup, ça avance bien. Là, évidemment, moi, je commence à me renseigner, je commence à appréhender tout ça. C'est là que je me rends compte, Nathalie, qu'une brochure là-dessus
et non pas greffer entre guillemets à la brochure sur les chirurgies dites de risque, de réduction de risque sur le sein, ça serait vraiment génial parce que c'est vraiment un vaste sujet. D'ailleurs, on a tout entendu, bouffée de chaleur, insomnie, migraine, sécheresse vaginale, évidemment. Tout ça n'arrive pas en bloc. Petit à petit, ça se met en place. Et donc, c'est un petit peu comme la pochette surprise qui est nettement moins agréable. En revanche, il y a aussi des relâchements du périnée. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent être amenées à consulter? Est-ce qu'on peut faire des choses par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, pour moi, il n'y a pas de relâchement du périnée, enfin, ce qu'on appelle un prolapsus, directement lié à une annexectomie ou à une ménopause. C'est simplement que les femmes qui ont eu des enfants, surtout des gros enfants, à partir d'un certain âge, vont avoir des tissus qui se relâchent. D'ailleurs, le prolapsus est très intéressant parce que si on prend toutes les femmes enceintes, une grande partie de femmes enceintes ont un prolapsus pendant la grossesse parce on est imprégné de progestérone avec des tissus qui se relâchent. Et puis après, ça revient à la normale dans la grande majorité des cas, mais un petit nombre vont avoir un prolapsus persistant après les grossesses. Donc, je dirais que c'est plus lié à l'état physiologique qu'à la grossesse, l'accouchement, quand on a eu des enfants particulièrement lourds, ou voilà. Et au bout d'un moment, s'il y a une gêne au niveau vaginal, qu'on sent qu'il y a une boule en fait dans le vagin, on peut faire des examens, faire un examen clinique et proposer des solutions, surtout si les femmes sont plus jeunes, chirurgicales. Donc c'est aussi par cystoscopie, on va tracter les organes et faire un espèce de lifting du vagin. Qui permet de. Mais pour moi, ça, c'est pas lié à l'annexectomie prophylactique. D'accord. C'est pas une conséquence. En revanche, ça peut vraiment être dérangeant. Et dans ces situations, peut-être voire même d'incontinence ou autre, il faut quand même s'en occuper et pas hésiter à aller voir les professionnels. Oui, parce qu'on va prescrire une rééducation et si la rééducation ne suffit pas et qu'il y a un prolapsus significatif, gênant, et ben on va proposer une intervention chirurgicale. D'accord. Je vois des petits commentaires passer, évidemment, des plus jeunes en disant on n'a pas hâte d'être à ce moment-là, ça fait peur, c'est très difficile. Toujours est-il que Génétique Cancer, comme les professionnels, vont aussi continuer de travailler sur l'édition de ces supports pour mieux les préparer, pour mieux avancer et que le but aujourd'hui d'en parler, c'est que justement, ça soit pas un tabou, qu'on soit fiers aussi de pouvoir le faire ensemble et de trouver des solutions qui seront à adapter en fonction d'une femme sur l'autre. Et d'ailleurs, il y a toute cette communauté de femmes qui s'est rapprochée de moi pour donner leurs petites astuces, leurs petits tips. Il y a de plus en plus de sites. Et donc, moi, j'ai consulté le site d'Amenovia que je ne connaissais pas, qui est très bien fait sur tous ces effets secondaires-là, parce que finalement, on se retrouve dans un bain de femmes ménopausées qui sont aussi décomplexées d'en parler. Il y a aussi Sophie Kuhn sur Instagram ou Géraldine Dormois qui a fait des podcasts autour de tout ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on sent que le sujet est à prendre à bras le corps, il faut vraiment pas hésiter à se renseigner. Plus on sait, plus on s'informe, plus on trouve des solutions pour remédier en fait ensemble. C'est l'avantage aussi de ces lives. J'aurais tellement voulu en avoir un juste avant mon opération. Voilà pourquoi je me mets à en faire, c'est une évidence. Alors quand même sur toutes ces sources d'informations sur la ménopause, il faut quand même bien différencier une femme qui a plus de 50 ans et qui va être ménopausée, mais plus elle avance en âge et plus elle va avoir des symptômes qui sont difficiles à différencier entre savoir s'ils sont une conséquence de la ménopause, donc de l'arrêt des hormones, ou du temps qui a passé. Du temps qui passe, et bien quand sûr. on fait opérer à 40 ans, les tissus sont pas du tout dans le même état, évidemment, que quand on en a 60. Et donc, si vous êtes ménopausé très jeune, vous n'avez pas systématiquement tous les effets en lien avec la carence en estrogène. Donc, bon, après, il faut savoir que le traitement général par les hormones ne règle pas forcément tout, en particulier le petit inconfort urinaire, les petites impériosités mictionnelles, etc. Et que là, on peut mettre un traitement localement par des estrogènes à faible dose. Et celui-ci, on peut même éventuellement l'utiliser quand on a eu un cancer du sein, si c'était pas un cancer trop méchant et qu'on est suffisamment loin de la fin du traitement de ce cancer, on peut l'utiliser. Donc, il y a plein de solutions. Il faut surtout pas extrapoler à une femme jeune. Là, je dis ça pour les femmes de 30 ans qui sont en train de s'inquiéter.
C'est pas quand même du tout la même chose de se faire opérer à 40 ans et d'être bien prise en charge ou de se retrouver à 60 ans après une ménopause physiologique. Il y a On plein est d'enjeux. d'accord, il faut pas hésiter et c'est sûr que là d'ailleurs vous allez avoir un pic, une hausse d'augmentation de consultations. On va vous réclamer Nathalie et Cyril, c'est une certitude. Avec plaisir. Mais voilà, le plus important c'est effectivement d'être encadré et je pense que la prise en charge est aussi le secret d'une opération réussie et de la façon dont on peut au cas par cas ajuster tout ça évidemment. On en est tout à fait conscient. Des avancées peut-être pour donner et finir sur une tonalité d'espoir et c'est peut-être une question pour Cyril. Il y a une de nos ambassadrices qui a entendu parler d'un remède pour les femmes mutées, autre que l'ovarectomie totale, qui justement induit une ménopause précoce. Est-ce qu'en enlevant simplement une zone à risque, et c'est peut-être avec l'histoire de la salpingectomie, on serait plutôt que dans une ablation totale sur des pistes thérapeutiques, enfin pas thérapeutiques, mais préventives du coup, qui seraient encourageantes? Complètement. On est en train de réfléchir et pour ne rien vous cacher en avant-première d'une prochaine recommandation, parce que je coordonne sur le plan national les recos du collège sur justement les gestes prophylactiques. Alors pas que pour les femmes mutées, aussi pour des femmes de la population générale. Et en fait, on est en train de se dire que le fait d'enlever les trompes dans un premier temps pourrait permettre de décaler l'âge de l'annexectomie où on enlève vraiment les ovaires. Donc décaler l'âge de la ménopause. Je veux pas donner ni d'âge de décalage, ni rentrer dans les détails parce que je pense qu'il va y avoir des groupes d'experts dédiés à ça dans les années à venir qui vont être plus précis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on s'inquiète fortement entre 35 et 40 ans, moi, je préconiserais plutôt de faire une salpingectomie et de décaler un petit peu l'âge de l'annexectomie. Voilà. Bon, voilà, et ben, j'aurais dû venir vous voir. Ouais. il y aura une file d'attente, je pense, devant le bureau de Cyril dès demain matin. Non, mais tout ça, ça se discute au cas par cas. Voilà, il n'y a pas de règle générale pour tout le monde. Je pense qu'on est sur un sujet, enfin, nous, en médecine, on a l'habitude, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zones grises. C'est-à-dire qu'il y a tout blanc ou tout noir dans certains extrêmes, mais en fait, la plupart des patientes, on est dans des zones grises et on discute vraiment cas par cas en fonction des facteurs individuels, quoi. Et je vous remercie pour la précision avec laquelle vous avez traité le sujet en si peu de temps, puisque ça fait déjà 53 minutes que nous sommes ensemble et que je vais devoir couper pour qu'on puisse enregistrer et l'avoir en replay. Je voulais vraiment, au nom de toute l'équipe, vous remercier de votre disponibilité et de votre cœur immense. Voilà, vous souhaitez de très joyeuses fêtes à tous les deux. Mais aussi à toute votre équipe et on vous encourage aussi parce qu'on sait qu'avec les soignants en ce moment c'est pas évident en ces temps de pandémie, donc on n'oublie pas que le cancer existe encore toujours et qu'il frappe d'autant plus qu'il faut continuer à aller et que vous êtes sur le pied de guerre pour continuer à nous traiter et continuer à nous sauver la vie. Merci pour tout ce que vous faites au nom de tous. Je porte toutes ces voix pour vous remercier encore de tout ce temps. Je vous remercie de l'invitation. C'était super sympa. Merci Laetitia. Merci je suis enchantée. Le prochain live sera autour de la fertilité avec le professeur Grimbert qui a accepté de nous rejoindre sur une prochaine aventure. Je l'espère avant la fin du mois de décembre, sinon en janvier. Et surtout pour tous ceux qui nous suivent et qui sont là, n'hésitez pas à aller sur notre tombola sur le Noël solidaire de Génétique Cancer, acheter un petit ticket. Ça fait plaisir et ça va nous aider parce qu'on n'a pas pu organiser nos collectes de fonds annuelles comme on a l'habitude de le faire. Donc on est en souffrance. Et on a besoin pour continuer d'avancer sur les projets que vous savez, Nathalie, comme les vidéos, les supports, les brochures. On a encore plein d'idées et on sera là avec vous, experts, pour répondre au mieux à toutes ces familles dans le besoin. Je vous embrasse, cœur sur vous. Merci, immense, bravo. Et à très bientôt. Merci, merci infiniment. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour ce temps passé ensemble. À très vite. Au revoir à tous. Merci à vous deux. Au revoir. Merci. Au revoir.